Ma mère a emmené mon frère, mon père a emmené ma sœur, et j'ai été laissé dans un orphelinat. Des années plus tard, quand ils ont vu ce que j'avais bâti, ils ont tout voulu revenir dans ma vie. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Je l'ai laissé sonner. 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. Mon nom est Sienna Hart. J'ai 32 ans et je possède une chaîne de boulangeries artisanales à San Diego que les gens aiment qualifier d'inspirante. Comme si le succès rendait une histoire plus facile à entendre. Ce n'est pas le cas. Car, aussi belle que ma vie puisse paraître maintenant, il y a un son qui peut encore me ramener directement à l'âge de 8 ans. Un téléphone qui sonne, et sonne, et sonne, pendant que je reste figé, sachant déjà que la personne à l'autre bout veut quelque chose que j'aurais dû avoir il y a des décennies. Ce jour-là, mon écran s'est allumé encore et encore avec des numéros que je n'avais pas enregistrés, mais que je reconnaissais quand même. J'ai laissé sonner. 5 minutes, 10, 30. J'ai continué à glacer des gâteaux, à vérifier les fours, à signer des factures, agissant comme si mes mains ne tremblaient pas soudainement. Parce que la dernière fois que j'ai attendu ces gens, j'étais une petite fille avec une petite valise assise sur une chaise en plastique dur, dans un endroit qui sentait l'eau de Javel et les vieilles couvertures, écoutant des adultes promettre qu'ils ne me laisseraient là que pour un petit moment. Ma mère a pris mon frère, mon père a pris ma sœur, et j'étais celle qui restait, dans un orphelinat. Comme si j'étais la pièce en trop, celle pour laquelle personne n'avait de place. Pendant des années, il n'y a eu rien. Pas d'appel, pas de lettres, pas de carte d'anniversaire, pas de pas qui reviennent pour moi. Puis, une interview est devenue virale. Un article a raconté au monde ce que j'avais construit de mes propres mains. Et soudain, le silence a pris fin. Ils voulaient tous revenir. Ils voulaient des explications, du pardon, peut-être même une place à la table qu'ils s'étaient assurés que je n'aurais jamais. Mais les gens aiment les histoires de rédemption, car ils n'ont jamais à vivre la partie où quelqu'un choisit de vous quitter en premier. Avant de vous dire qui m'a appelé ce jour-là et pourquoi j'ai laissé le téléphone sonner jusqu'à ce que le silence leur fasse aussi mal, dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Je veux savoir jusqu'où cette histoire s'étend, avant d'ouvrir la porte du passé. Avant que ma famille ne se brise, nous avions l'air normaux de l'extérieur. Nous vivions à Tucson, en Arizona, dans une maison de plein pied, brûlée par le soleil, avec une allée fissurée et un citronnier qui ne donnait jamais assez de fruits, mais qui était quand même arrosé chaque week-end. Ma mère, Marlène, travaillait dans une école primaire publique, et mon père, Daniel, gérait les expéditions pour un entrepôt en périphérie de la ville. Mon frère aîné, Owen, était le genre de garçon que les adultes qualifiaient de facile. Il était intelligent, calme, bon pour comprendre l'ambiance. Ma petite sœur, Chloé, n'était que boucle, doigts collants et questions. Et moi, j'étais celle du milieu. Assez âgée pour remarquer les choses. Assez jeune pour croire encore que l'amour était censé être stable. Quand j'y repense maintenant, je peux encore voir la version de nous qui a failli réussir. Des crêpes le samedi matin, des chaises pliantes bon marché dans le jardin, pendant que les hamburgers brûlaient sur le grill. Des soirées cinéma où Chloé s'endormait à mi-parcours, et Owen faisait semblant de ne pas s'en soucier quand je nous couvrais tous les deux de la couverture. Pendant un certain temps, la maison s'est sentie en sécurité. Pas parfaite, mais en sécurité. Puis mon père a perdu son travail. Il a dit que c'était temporaire. Puis il a dit que l'entreprise avait été restructurée. Puis il a arrêté de dire grand-chose. Ma mère a pris des heures supplémentaires, et l'air de la maison a changé avant même que je comprenne pourquoi. Il y avait des factures sur le comptoir, des arguments chuchotés au début, puis des disputes à plein volume qui s'échappaient sous les portes et dans les couloirs. On peut toujours savoir quand les adultes mentent en disant que tout va bien. Ils sourient trop vite. Ils posent trop de questions sur l'école. Ils évitent votre regard. Mon père a commencé à dormir sur le canapé certaines nuits. Ma mère a cessé de rire de choses censées être drôles. Owen restait plus souvent dans sa chambre. Chloé devenait collante. Et je suis devenu l'enfant qui écoutait. J'écoutais dans les escaliers. J'écoutais à travers les murs. J'écoutais, parce que personne ne me disait la vérité. Et j'avais le sentiment que la vérité portait mon nom. La nuit où j'ai réalisé à quel point c'était grave, j'ai entendu ma mère dire « Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça ». Mon père a riposté « Alors pars ». Il y a eu un silence après cela.
Pas un silence calme, mais le genre qui vous dit que quelque chose de permanent vient d'entrer dans la pièce. Une semaine plus tard, ils nous ont dit qu'ils se séparaient. Ils l'ont dit doucement, comme si des voix douces pouvaient rendre une chose difficile plus petite. Ils nous ont assis à la table de la cuisine et ont parlé comme s'ils lisaient un script qu'ils avaient répété sans nous. Ils ont dit que ce n'était pas de notre faute. Ils ont dit qu'ils nous aimaient tous les deux. Ils ont dit que les familles pouvaient changer de forme et rester des familles. Puis la vraie vie a commencé à s'immiscer dans les fissures du discours. Qui resterait où? Qui déménagerait en premier? Quel district scolaire fonctionnerait? Qu'est-ce qui était abordable? C'était la partie qu'ils essayaient de ne pas dire devant nous, mais les enfants entendent tout ce qui compte le plus. Ma mère voulait Owen avec elle, parce qu'il était organisé, calme et plus facile à déplacer. Mon père voulait Chloé, parce qu'elle pleurait pour lui, et il a dit qu'elle avait besoin de stabilité. Personne n'a prononcé mon nom en premier. Personne ne s'est battu pour moi. Personne n'a même dit « et Sienna » avant que je n'ai déjà assez entendu pour savoir que la réponse ne ressemblerait pas à de l'amour. Plus tard cette nuit-là, je me suis tenu dans le couloir, pendant qu'ils se disputaient derrière la porte de leur chambre. « Tu la prends » a claqué ma mère. Mon père a riposté, « Je peux à peine gérer un enfant en ce moment. Elle est trop émotive. » Puis ma mère a prononcé la phrase qui a vécu sous ma peau pendant des années. Elle a dit, juste pour un petit moment. Peut-être que Opaos peut la garder jusqu'à ce que nous nous installions. La garder comme si j'étais un bagage, comme si j'étais une boîte dont ils avaient besoin de se débarrasser, jusqu'à ce que la vie soit plus facile. 2 jours plus tard, ma mère a rangé mes vêtements dans une petite valise sans les plier correctement. Mon père a conduit. Personne n'a appelé ça un abandon. Ils ont appelé ça temporaire. Ils ont appelé ça quelques semaines. Ils ont appelé ça la meilleure chose pour tout le monde. Opaos se trouvait derrière une clôture grillagée avec un panneau délavé, et un bureau d'accueil qui sentait le café, le papier et le désinfectant. Une femme au bureau m'a souri avec cette façon prudente que les adultes ont, quand ils savent que quelque chose de terrible se passe, et qu'ils veulent être crédités pour leur gentillesse. Ma mère s'est agenouillée devant moi et a ajusté mon col, même si rien n'allait pas. Mon père a signé des papiers sans lever les yeux. Chloé était dans la voiture. Owen est resté à la maison avec ma tante. Personne ne voulait que le moment soit réel. « Nous reviendrons te chercher bientôt » a dit ma mère. « Dès que les choses se calmeront. » Mon père m'a finalement regardé et a dit « Sois sage, d'accord ? Ce ne sera que pour un petit moment. » Je me souviens les avoir tous les deux fixés, attendant qu'un visage craque, attendant qu'une voix se brise, attendant que l'un d'eux décide que c'était insensé et me ramène à la voiture. Au lieu de cela, ils se sont levés. Ma mère a embrassé mon front. Mon père a ramassé le stylo qu'il avait presque oublié. Puis ils sont partis. Ils ne se sont pas retournés. Ils n'ont pas fait signe. Ils ne sont pas revenus ce week-end, ni le suivant, ni celui d'après. La première nuit à Opaos, j'ai dormi dans un lit jumeau étroit avec une housse de matelas en plastique qui craquait à chaque mouvement. La chambre contenait 4 filles, mais personne ne parlait après l'extinction des lumières. Une fille pleurait dans son oreiller. Une autre fixait le plafond, comme si elle l'avait fait si souvent qu'elle pouvait y voir quelque chose d'écrit. J'ai gardé mes chaussures, car je pensais que mes parents pourraient venir tard, et que je devrais être prête. C'était le genre d'enfant que j'étais encore à l'époque. Pas encore en colère, juste prête. Le lendemain matin, je me suis assise près de la fenêtre dans le salon, car je voulais la meilleure vue sur le parking. Je me suis dit que s'ils venaient, je les verrais en premier. Une berline blanche est arrivée vers midi, et mon cœur a failli s'arrêter. Mais c'était une bénévole qui apportait des conserves. Après le déjeuner, une assistante sociale m'a demandé si je voulais faire une carte de remerciement pour ma famille, pour avoir organisé des soins sécurisés, jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied. Je me souviens l'avoir regardé et avoir pensé, vous ne les connaissez pas du tout. Mais j'avais 8 ans et j'avais peur. Alors j'ai hoché la tête et j'ai pris les crayons. Tous les adultes autour de moi semblaient plus à l'aise avec la version de mon histoire où je n'avais pas été laissé. Alors, pendant quelques jours, j'ai essayé de vivre aussi dans cette version. J'ai fait la carte. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai compté les week-ends. À la 2e semaine, même le personnel a cessé d'utiliser l'expression «
quand votre famille reviendra, et a commencé à dire, s'il y a des nouvelles. Il y a une grande différence entre ces deux types de phrases. L'une garde un enfant en vie. L'autre lui apprend à ne pas s'attendre à respirer. J'ai appris les routines rapidement, car les routines étaient plus sûres que les sentiments. Se réveiller. Faire le lit correctement. Faire la queue pour le petit déjeuner. Garder son plateau droit. Ne pas poser trop de questions. Ne pas répondre. Ne pas pleurer là où les plus grands peuvent vous voir. À Opaos, la tristesse faisait de vous une cible. Les enfants qui étaient là depuis plus longtemps pouvaient sentir l'espoir frais sur vous, et ils le détestaient, car ils savaient ce qui venait après. Une fille m'a demandé, le 4e jour, ils ont dit qu'ils reviendraient? J'ai hoché la tête. Elle a haussé les épaules et a dit, ils disent toujours ça. Puis elle est partie, comme si elle venait de me donner un fait, pas une lame. J'ai arrêté d'attendre près de la fenêtre après ça, mais j'écoutais toujours les pas. Je regardais toujours la porte d'entrée à chaque fois qu'elle s'ouvrait. Je croyais toujours que certains sons signifiaient le sauvetage. Mon assistante sociale, Madame Bell, portait des pulls doux et parlait d'une voix qui donnait toujours l'impression qu'elle essayait de ne pas réveiller un bébé qui dormait. Elle m'a posé des questions sur mes plats préférés, mon école, mon anniversaire, mes frères et sœurs. Elle n'a jamais posé la vraie question, celle qui était assise entre nous à chaque fois que je la voyais. Pourquoi ils ne t'ont pas prise? Elle a appelé mes parents. Elle a laissé des messages. Elle a envoyé des formulaires. Elle m'a dit qu'ils traversaient beaucoup de choses. J'ai appris plus tard qu'ils avaient tous les deux déménagé rapidement. Ma mère dans une location de l'autre côté de la ville avec Owen, mon père chez un ami avec Chloé jusqu'à ce qu'ils retrouvent du travail. En d'autres termes, ils avaient réussi à organiser leur vie avec les 2 enfants qu'ils voulaient garder. C'était seulement moi qui étais devenu trop compliqué. Cette vérité est arrivée par morceaux. D'abord, il n'y a pas eu d'appel. Puis, il n'y a pas eu de visite. Puis, il y a eu des formalités administratives. Les adultes ne disent jamais que vos parents choisissent de disparaître. Ils disent des choses comme « réponse tardive » et « pas de plan de placement actuel » et « prolongation de la garde temporaire ». Mais tout cela signifie la même chose. Un après-midi, j'ai entendu Miss Bell parler devant son bureau. Elle ne savait pas que j'étais au coin de la rue. Elle a dit « Nous devrons peut-être la transférer en placement familial à long terme si la famille reste sans réponse. » Sans réponse. Ce mot m'a changé. Il sonnait si propre, si professionnel, tellement plus agréable qu'abandonné. À peu près à la même époque, j'ai appris que ma mère avait dit à des proches que j'étais chez des amis de la famille pendant que les choses se réglaient. Mon père disait aux gens que j'étais dans un programme scolaire spécial. Chacun avait un mensonge qui le mettait à l'aise. J'avais un lit superposé et un casier avec une charnière cassée. Ce qui faisait le plus mal n'était ni la faim, ni les règles, ni même la peur. C'était l'invisibilité. Mon frère et ma sœur existaient toujours dans leur nouvelle maison. Ils avaient des chambres, des routines, des heures de coucher, des matins d'école. Ils faisaient toujours partie de l'histoire de la famille, même si elle s'était divisée en 2. J'étais la partie que tout le monde avait effacée. Un enfant peut supporter beaucoup. Ce qu'elle ne peut pas supporter inchangé, c'est la connaissance que lorsque les adultes de sa vie ont commencé à faire des coupes, elle était la plus facile à retirer. La nuit, après l'extinction des lumières, j'avais l'habitude de presser mon poing contre ma bouche pour retenir le son. Je ne voulais pas que les autres filles m'entendent pleurer. Je ne voulais pas avoir l'air de quelqu'un qui attend encore, mais au fond, j'attendais encore. J'attendais qu'un adulte réalise qu'ils avaient laissé une fille vivante, respirante, dans un endroit conçu pour les enfants que personne ne venait chercher. J'attendais un appel qui dirait qu'il y avait eu une erreur. Attendre d'être assez importante pour que quelqu'un ait honte. Cet appel n'est jamais venu. La semaine de mes 9 ans s'est passée sans carte, sans gâteau et sans voix de la maison. Quelque chose en moi s'est tu. J'ai arrêté de demander au personnel s'il y avait eu des nouvelles. J'ai arrêté de vérifier le parking. J'ai arrêté de trouver des excuses pour des gens qui avaient fait un choix et qui avaient ensuite construit une toute nouvelle vie autour de la prétention que ce n'était pas un choix du tout. Cette année-là, j'ai appris à devenir utile. Les enfants utiles se font moins remarquer. Les enfants utiles causent moins de problèmes. Les enfants utiles survivent plus longtemps. Alors, je nettoyais les tables.
Je pliais le linge. J'aidais les plus jeunes à lasser leurs chaussures et à mémoriser l'ordre de la file d'attente de la cafétéria. J'ai ravalé toutes les questions qui ressemblaient trop à une blessure. Mais même alors, de temps en temps, généralement juste avant de dormir, une pensée remontait, peu importe à quel point je la repoussais. Ma mère a pris mon frère, mon père a pris ma sœur, et personne ne m'a prise. Quand j'ai quitté Opaos pour la famille d'accueil, j'ai pensé que cela signifiait peut-être que ma vie avançait. Les enfants des foyers d'enfants imaginent les familles d'accueil comme les personnes seules imaginent les miracles. On imagine une lumière de Porsche, une femme qui se souvient de votre céréale préférée. Un homme qui vous apprend à faire du vélo si vous l'avez manqué la première fois. Une pièce qui sent le détergent et la sécurité. Ce que j'ai eu à la place, c'est une série de maisons où j'ai appris combien de façons différentes les gens peuvent vous faire sentir temporaire. Mon premier placement était avec un couple qui avait déjà 3 garçons et prenait des enfants en famille d'accueil pour la subvention. Ce n'étaient pas des monstres. C'est ce qui a presque rendu les choses pires. Les monstres sont plus faciles à haïr. Ces gens étaient juste indifférents d'une manière qui vous vidait lentement. Mes vêtements sont restés dans des sacs poubelles pendant des mois. Je dormais sur un canapé-lit dans une tanière sans porte. Chaque fois que des proches venaient, on me disait de me faire discrète. Je suis devenu très doué pour disparaître avant que quiconque n'ait à demander 2 fois. Quand ils ont décidé qu'ils étaient dépassés et voulaient se concentrer sur leur vraie famille, j'ai été déplacé à nouveau. Cette expression est restée avec moi pendant des années aussi. Vraie famille, comme si j'avais été une répétition. Mon deuxième placement avait trop d'enfants et trop peu d'adultes qui prêtaient attention. La nourriture disparaissait vite. L'intimité n'existait pas. L'école a de nouveau changé. Et avec elle, tout le rituel épuisant d'être la nouvelle fille sans réponse claire lorsque les enseignants demandaient où était la maison. J'obtenais de bonnes notes quand je pouvais, car être intelligente était la seule chose qui me semblait encore mienne. Mais la douleur a une façon de se manifester dans le corps, que vous l'invitiez ou non. Je serrais si fort la mâchoire dans mon sommeil que j'ai commencé à me réveiller avec des maux de tête. Je sursautais quand les portes claquaient. Je disais pardon tout le temps, même quand personne ne me parlait. Puis est venue la mère d'accueil qui se spécialisait dans la cruauté polie. En public, elle cuisinait des gratins pour les collectes de l'église et appelait chaque enfant « chéri ». En privé, elle savait exactement où appuyer. Tu devrais sourire davantage. Les gens n'aiment pas les filles avec cette expression sur leur visage. Peut-être que si tu étais plus facile à aimer, quelqu'un t'aurait gardé. Elle ne m'a jamais frappé. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle s'attaquait à la partie de moi qui espérait encore que j'avais valu la peine d'être gardé. À ce moment-là, j'avais appris une vérité laide. Une fois qu'un enfant a déjà été abandonné, le monde suppose qu'elle peut absorber un peu plus de dégâts. Les adultes interprètent la survie comme une force. Ils voient une fille calme et fonctionnelle, et pensent qu'elle va bien, alors qu'en réalité, elle est devenue excellente pour saigner intérieurement. Ce qui m'a sauvé n'a pas paru héroïque au début. Cela a commencé dans une cuisine. L'une des maisons m'a envoyé aider à un programme de repas d'église le samedi, parce que j'étais considéré comme responsable et que la main-d'œuvre gratuite est toujours rebaptisée le développement du caractère quand on est un enfant placé. Un homme plus âgé y dirigeait le poste de boulangerie. Il s'appelait Ramon Ellis, bien que tout le monde l'appelât chef même quand il n'était pas dans un restaurant. Il avait les tempes argentées, de la farine sur sa chemise la moitié du temps, et le genre de voix stable qui rendait les instructions rassurantes. Il m'a montré comment niveler la farine avec le dos d'un couteau, comment la levure devait s'éveiller dans de l'eau tiède, pas chaude, comment la pâte changeait quand on lui laissait du temps au lieu de la forcer. La première fois que j'ai sorti un plateau de petits pains du four, je les ai juste fixés. Ils avaient levé grâce à ce que j'avais fait. Ils s'étaient transformés parce que j'avais suivi chaque étape, et étaient restés patiente assez longtemps pour que le changement se produise. Cela peut paraître insignifiant pour quelqu'un qui a grandi avec un confort ordinaire. Pour moi, cela ressemblait à trouver la preuve que le soin pouvait mener quelque part. Les gens avaient toujours été imprévisibles. Les règles avaient toujours changé. L'amour avait toujours été accompagné d'une sortie. Mais la pâtisserie répondait à la régularité. Elle récompensait l'attention. Elle demandait de la discipline, puis vous donnait quelque chose de chaud en retour. J'ai commencé à me porter volontaire pour tous les quarts de cuisine que je pouvais obtenir. J'ai appris à faire des biscuits, des roulés à la cannelle, des pains tressés, des tartes aux fruits simples.
Le chef Ramon ne me flattait pas. Il me corrigeait quand je me pressais et me faisait recommencer quand je devenais négligente. Mais il me traitait aussi comme quelqu'un capable de maîtrise, pas seulement comme quelqu'un dans le besoin. Il y a une énorme différence entre la pitié et le respect. Et j'étais assez âgé alors pour savoir de quoi j'avais faim. À peu près à la même époque, une conseillère d'orientation nommée Madame Vivian Brox a remarqué que chaque fois que l'école demandait aux élèves d'écrire sur l'avenir, j'arrêtais de ressembler à une enfant placée remplissant des formulaires et commençais à ressembler à une femme construisant une vie. Elle m'a demandé une fois pourquoi je restais après le déjeuner pour aider le personnel de la cafétéria à empiler les plateaux. J'ai haussé les épaules et j'ai dit que j'aimais les cuisines. Elle a dit, non, vous aimez l'ordre. Vous aimez faire des choses avec vos mains. Cette phrase m'a frappé fort, car c'était la première fois qu'un adulte me décrivait d'une manière qui n'avait rien à voir avec les dégâts. Madame Brox m'a aidé à intégrer un programme professionnel avec des cours de cuisine en option. Le chef Ramon m'a aidé à m'entraîner. J'ai commencé à me lever tôt pour cuisiner avant l'école, si j'avais accès à une cuisine. Et si ce n'était pas le cas, j'écrivais des recettes dans les marges de vieux carnets et mémorisais les mesures comme une prière. La vie en foyer n'est pas soudainement devenue facile. J'ai encore déménagé après la fin d'un placement. J'ai encore appris à ne pas trop déballer. J'ai encore eu des nuits où la colère montait si fort que je devais m'asseoir sur mes mains pour ne rien casser. Mais maintenant, il y avait une petite lumière têtue en moi. Chaque fois que j'avais besoin de pâte, chaque fois que le beurre fondait dans la farine, chaque fois qu'une croûte devenait dorée sur les bords, je me sentais moins comme l'enfant abandonné et plus comme quelqu'un en devenir. À 16 ans, j'aidais à traiteur de petits événements d'église et de rassemblements de quartier. À 17 ans, j'étais la personne à qui le chef Ramon faisait confiance pour la station de pain, sans supervision. Il m'a dit un jour, tu as un don, Sienna, mais plus que ça, tu as de la discipline. Le talent fait du bruit. La discipline construit une vie. Personne dans ma famille biologique ne m'a jamais donné de mots comme ça. Personne ne m'a dit que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être cultivé. Les gens qui m'avaient faite ne sont pas restés assez longtemps pour voir qui j'étais. Mais 2 étrangers l'ont fait. Un vieux boulanger avec de la farine sur ses manches, et une conseillère qui a remarqué où mes yeux s'illuminaient. Ce sont les premières personnes qui m'ont appris quelque chose que j'allais passer le reste de ma vie à prouver. Être laissé derrière ne signifie pas que vous êtes destiné à y rester. Cela signifie seulement que vous devrez construire votre propre chemin pour en sortir. J'ai quitté le système à 18 ans avec un sac de sport, un dossier plein de paperasse que personne n'explique vraiment aux enfants placés avant qu'il ne soit trop tard, et une bourse pour un programme culinaire de collège communautaire qui semblait bien trop petit pour contenir l'ampleur de ma faim. Pas la faim de nourriture, mais la faim de contrôle, la faim d'un avenir que personne ne pouvait m'enlever, parce que personne ne me l'avait donné en premier lieu. J'ai emménagé dans un appartement partagé à San Diego avec 2 autres filles qui ne se souciaient pas d'où je venais, tant que je payais le loyer à temps et gardais l'évier propre. C'était l'une des premières libertés que l'âge adulte m'ait donnée. Personne ne m'a demandé de manifester ma gratitude d'être autorisé à rester. Je suivais des cours le jour et travaillais le matin dans un dîner qui servait le petit déjeuner à des hommes en bottes de travail, et à des femmes en uniforme qui sentaient le parfum et l'épuisement. La nuit, je nettoyais le matériel dans une petite boulangerie de North Park jusqu'à ce que mon dos me fasse mal, et que mes doigts soient engourdis par l'eau chaude et le désinfectant. Je faisais mes devoirs aux arrêts de bus. Je mémorisais les coups d'inventaire en servant à table. Je vivais de café, de toast, et de ce genre de détermination qui frôle la colère si on s'en approche assez. À ce moment-là, j'avais compris quelque chose que la plupart des gens n'apprennent que bien plus tard. La stabilité est chère. La paix est chère. Ne pas avoir à mendier est cher. Et quand on part de rien, chaque chose ordinaire ressemble à une montagne avec des factures à la clé. J'ai commencé à vendre mes propres pâtisseries sur un marché de producteurs le week-end, en utilisant des recettes que j'avais passé des années à perfectionner. Des petits pains au miel et au sel de mer, des muffins au beurre noisette, des brioches à la cardamome qui se vendaient avant 10 heures du matin, quand le temps était assez froid pour que les gens aient envie de réconfort. Au début, j'essayais juste de couvrir l'essence et les manuels. Puis, j'ai remarqué quelque chose. Les gens revenaient. Ils amenaient des amis. Ils demandaient où était mon magasin. Je n'en avais pas. Pas encore. Mais pour la première fois, encore, sonnait plus puissant que jamais. C'est sur ce marché que j'ai rencontré Tessa Monroe. Elle avait un stand à proximité,
vendant des mugs en céramique faits à la main, et parlait plus vite que quiconque j'avais jamais rencontré. Tessa avait un cerveau d'affaires enveloppé dans un chignon désordonné et une veste en cuir. Elle a regardé mon panneau de prix un matin et a dit « Vous sous-estimez d'au moins 20% » et souriait comme si c'était un trait de personnalité. J'ai ri, car personne ne m'avait jamais critiqué aussi naturellement, sans essayer de me faire sentir petite. Elle est devenue ma première vraie amie à l'âge adulte. Pas une conseillère, pas un mentor, une amie. Le genre qui arrivait avec du café quand j'avais une crise de nerfs à cause du loyer et qui pouvait regarder une feuille de calcul comme si c'était des potins. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré Adrien Cole. Il est venu à la boulangerie où je travaillais la nuit, car son cabinet d'architecture faisait des heures tardives à proximité. Et pendant une semaine entière, il a commandé le même café noir, et un croissant nature, comme s'il était trop fatigué pour choisir la joie. Le 8e jour, il a demandé qui faisait les scones à l'orange et au romarin. J'ai dit que c'était moi. Il a pris une bouchée, et a fermé les yeux, comme s'il vivait une expérience spirituelle devant la vitrine des pâtisseries. J'aurais dû trouver cela ridicule. Au lieu de cela, j'ai ri si fort que j'ai dû détourner le regard. Adrien était prudent avec les gens, d'une manière qui me rendait d'abord méfiante. Les hommes trop doux peuvent sembler irréels, lorsque votre système nerveux a été habitué à l'instabilité. Mais il n'a jamais forcé. Il n'a jamais essayé de réparer mon passé, ou de me tirer mon histoire avant que je ne sois prête. Il aimait mon ambition. Il respectait mes limites. Il posait de vraies questions et attendait de vraies réponses. Cette patience a fait place à la confiance. Pas d'un coup, pas dans une scène de film dramatique. Lentement. Le seul genre de lentement auquel j'avais appris à croire. J'ai été transféré d'un collège communautaire à un programme d'extension culinaire axé sur les affaires, et j'ai commencé à planifier un avenir plus grand que la simple survie de quart. Tessa n'arrêtait pas de me dire que j'avais besoin d'une marque, pas seulement de recettes. Adrien m'a aidé à penser visuellement l'espace et le flux, et pourquoi les gens retournaient dans certaines pièces. Le chef Ramon, qui m'appelait toujours « petite » même quand j'étais légalement adulte, m'a rappelé de ne pas courir après l'esthétique, au point d'oublier la substance. Quelque part au milieu de tout cela, le nom m'est venu. Second matin, car certaines personnes ont un début propre, et certains d'entre nous doivent en construire un second de leurs propres mains. J'ai commencé avec des pop UPS, puis des traiteurs privés pour de petits événements créatifs, puis une fenêtre de petit déjeuner dans un hall alimentaire partagé qui pouvait à peine accueillir 2 employés et un mixeur, mais qui approuvait le concept. J'étais terrifié tout le temps, terrifié que le marché se refroidisse, terrifié de ne pas pouvoir payer les salaires, terrifié que chaque succès révèle que j'étais devenu trop à l'aise et que j'avais oublié que la vie pouvait encore prendre des choses. Mais la peur est différente quand elle chevauche un but. Elle parle toujours. Elle ne dirige juste pas. Le matin où un blog local a écrit que mes brioches à la cardamome étaient la meilleure chose cuite à arriver à la culture du brunch de San Diego depuis des années, j'ai pleuré dans la réserve sèche pendant 5 minutes entières avec un sac de farine sous un bras, comme si c'était un témoin. Il ne s'agissait pas vraiment du blog. Il s'agissait de la distance entre ce moment, et la fille sur le matelas en plastique qui avait jadis cru qu'elle était trop gênante pour être gardée. J'ai ouvert mon premier magasin complet à 27 ans. Carreaux blancs, bois chaleureux, étagères ouvertes, une longue table commune, car je voulais que des étrangers s'assoient près les uns des autres, et se sentent peut-être moins seuls en mangeant quelque chose de bon. Nous avons embauché 2 anciens jeunes placés la première année, car je savais exactement ce que signifiait sortir du système, sans réseau et sans endroit d'où atterrir. Je n'étais pas intéressé par la construction d'une jolie entreprise avec une triste histoire d'origine attachée comme décoration. Je voulais construire quelque chose qui nourrissait les gens, littéralement, émotionnellement, pratiquement. Quelque chose qui transformait ce qui m'avait presque ruiné, en l'opposé de la ruine. L'entreprise a grandi. Ma confiance aussi. De même que la partie de moi qui ne mesurait plus la valeur par le fait que quelqu'un revienne. Et quelque part en chemin, sans aucune annonce, j'ai arrêté de chercher ma famille. J'ai arrêté de taper des noms sur les réseaux sociaux, arrêté d'imaginer des retrouvailles accidentelles dans les allées des supermarchés, arrêté de me demander si peut-être ils avaient assez souffert pour mériter de revenir dans l'histoire. J'avais trop à faire, trop à protéger, trop de ma propre vie. C'était la beauté étrange du succès après l'abandon. Cela n'a pas effacé la blessure. Cela a juste empêché la blessure d'être le centre de chaque pièce où j'entrais. À 32 ans,
Second Morning était passé d'une petite fenêtre de petit déjeuner à 8 emplacements dans tout le comté de San Diego. Chacun construit autour de la même idée qui m'avait sauvé des années plus tôt dans la cuisine de quelqu'un d'autre. Cohérence, chaleur, dignité, bon pain, vrai café, une pièce où personne n'avait besoin de gagner le droit de rester assis. Les journaux ont aimé mon histoire une fois qu'elle est devenue suffisamment polie pour être imprimée. Les présentateurs locaux m'ont appelée résiliente. Les magazines de style de vie m'ont appelé autodidacte. Ils m'ont mise dans des blazers en lin et m'ont photographié à côté de présentoirs de pâtisserie, comme si la survie avait été un exercice de marque, au lieu d'une guerre privée. J'ai compris la valeur de la presse. Alors j'ai souri, et j'ai fait les interviews. Mais chaque fois que quelqu'un disait « orpheline devenue entrepreneuse », je devais résister à l'envie de demander s'il voulait la version avec le bel éclairage, ou celle avec la faim, les crises de panique, et les années passées à être traité comme un meuble temporaire. Néanmoins, la couverture médiatique a aidé, alors je l'ai utilisée. Nous avons lancé un programme d'apprentissage rémunéré pour les jeunes adultes qui quittent le système de placement familial. Nous nous sommes associés à une organisation à but non lucratif spécialisée dans le logement. Nous avons commencé à offrir des ateliers gratuits de gestion de budget une fois par mois, depuis notre site phare, car personne n'apprend aux enfants du système ce que coûte réellement l'âge adulte avant que le loyer ne soit dû. Tessa dirigeait les opérations comme une générale de terrain, avec des créoles en or. Adrien a finalement conçu mes 3e et 4e magasins, puis a continué à concevoir les suivants, car apparemment, mélanger la romance avec l'aménagement commercial est durable si les deux personnes savent discuter sans rendre la pièce dangereuse. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était mienne, d'une manière qui me touchait encore parfois. J'avais une maison avec des plantes que je gardais en vie exprès. J'avais un partenaire qui savait quand me prendre dans ses bras, et quand me laisser seul. J'avais des gens qui appelaient non pas parce qu'ils avaient besoin de quelque chose, mais parce qu'ils voulaient savoir comment s'était passée ma journée. J'avais construit une vie assez solide pour que mon passé ne ressemble plus à une trappe sous chaque bonne chose. Puis j'ai accepté de faire une interview télévisée. C'était un reportage local au début, juste un segment d'intérêt humain sur la croissance des petites entreprises et l'impact communautaire. Mais l'animatrice a posé une question inattendue vers la fin. Elle a dit « Vous parlez beaucoup de créer une deuxième chance pour d'autres jeunes. D'où cela vous vient-il personnellement ? Et peut-être que j'étais fatiguée ? Peut-être que j'étais prête. Peut-être qu'une partie de moi voulait que la vérité existe quelque part en dehors de mon propre corps pour une fois. Alors, je l'ai raconté. Pas tous les détails brutaux, mais assez. J'ai dit que j'avais été laissé dans un foyer pour enfants à 8 ans. J'ai dit que j'avais passé mon enfance à traverser le système de placement familial. J'ai dit que le travail que je faisais maintenant était basé sur le genre de soutien que j'aurais aimé que quelqu'un se batte pour me donner plus tôt. Le clip est passé en ligne ce soir-là. Puis un compte plus important l'a republié. Puis un journal l'a repris et a écrit un article plus long, avec de vieilles photos, des chiffres commerciaux, et un titre sur ce que j'avais construit après avoir été abandonné par mes 2 parents. Ce mot est finalement apparu dans la presse. Abandonné. Je l'ai fixé longtemps sur mon téléphone, et je n'ai ressenti aucune honte, seulement de la clarté. 3 jours plus tard, les appels ont commencé. Le premier est arrivé alors que je vérifiais la paix dans le bureau arrière. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis un autre, puis un autre. À l'heure du déjeuner, il y avait 6 appels manqués, et un message vocal d'une voix que je n'avais pas entendue depuis plus de 20 ans, et que je reconnaissais toujours instantanément, car le traumatisme stocke le son dans des endroits où la logique ne peut pas atteindre. C'était Owen. Sa voix était devenue plus grave, mais le rythme était le même. Il a dit « Si, c'est moi. Je sais que c'est un choc. S'il te plaît, rappelle-moi. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. » Je suis resté si immobile après la fin de ce message qu'un de mes assistants de direction a frappé à la porte du bureau pour demander si j'allais bien. J'ai dit oui, ce qui n'était pas vrai, mais pas entièrement faux non plus. J'étais fonctionnel. C'était ma version d'aller bien pendant la majeure partie de ma vie. Le deuxième message vocal est venu de Chloé ce soir-là. Elle a pleuré avant de finir de dire mon nom. Le troisième était ma mère. Elle semblait plus âgée, plus essoufflée, comme si le regret pesait dans sa poitrine. Puis mon père a appelé. Puis Owen encore, puis ma mère encore. Puis les SMS ont commencé à arriver. Chacun essayant un ton différent.
Nous devons parler. S'il vous plaît, écoutez-nous. Il y a tant de choses qu'on ne vous a jamais dites. Nous vous avons cherché. Votre père est malade. Votre mère est hors d'elle. Chloé veut vous voir. Owen dit qu'il n'a jamais cessé de penser à vous. J'ai laissé tous les appels sonner. 5 minutes, 10, 30. Tout comme ce premier jour dans mon bureau, quand mes mains tremblaient sur un plateau de factures. Et j'ai compris, avec une précision horrible, ce qui se passait. Ils m'avaient vu, non pas l'enfant qu'ils avaient laissé, mais la femme que j'étais devenue sans eux. Les entreprises, les articles, les photos, la version de moi qui semblait avoir de la valeur. Les gens demandent toujours si le succès est la meilleure des vengeances. Je pense que cela dépend du genre de succès que l'on entend. Si le succès signifie être si visiblement bien, que les gens qui vous ont brisé veulent soudainement y avoir accès à nouveau, alors oui, il y a une cruauté un peu particulière. Parce que la vérité est que leur silence avait duré jusqu'à ce que ma vie devienne quelque chose qu'ils pouvaient pointer du doigt, sur lequel ils pouvaient s'appuyer, ou dont ils pouvaient éventuellement bénéficier. Et j'en savais assez sur le timing humain à ce moment-là, pour comprendre que le timing est souvent le motif, revêtu d'un manteau poli. Je ne les ai pas rappelés tout de suite. J'ai écouté les messages vocaux 2 fois, puis j'ai transmis les numéros à Tessa, qui à l'instinct d'un détective privé, piégé dans le corps d'une femme d'affaires. Elle n'a rien fait d'illégal. Elle savait juste comment examiner les registres publics, les médias sociaux, les archives des nouvelles locales et les empreintes Internet que les gens laissent lorsque leur vie cesse de se maintenir. À la fin de la semaine, le tableau était assez laid pour rendre le moment de leur amour soudain encore plus sale. Ma mère, Marlène, s'était remariée des années après le divorce, puis avait divorcé à nouveau 18 mois plus tôt. Son second mari était parti après une longue période de problèmes financiers qu'elle avait apparemment cachés à presque tout le monde. Mon père, Daniel, avait développé de graves problèmes de santé et vivait seul dans une location d'une chambre en dehors de Phoenix, après avoir épuisé le peu d'économies qu'il avait. Owen travaillait dans les ventes régionales jusqu'à ce qu'il se retrouve mêlé à une enquête pour fraude aux dépenses et perde son emploi. Chloé, selon Tessa, était en contact intermittent avec les 2 parents depuis des années, et avait à un moment donné appris suffisamment de la vérité sur moi, pour se retirer brusquement. En d'autres termes, la vie avait fait ce que la conscience n'avait jamais réussi à faire. Elle les avait acculés. Soudain, mon histoire n'était plus une honte familiale qu'ils pouvaient enterrer. C'était une porte qu'ils voulaient rouvrir. Parce que peut-être la fille qu'ils avaient jetée était devenue quelqu'un d'utile. Peut-être devrais-je vous dire que c'est le moment où tous mes sentiments se sont éteints, et où je me suis transformé en glace. Cela ferait une histoire de vengeance plus nette. Ce serait aussi un mensonge. Ce que je ressentais était compliqué. De la rage, oui. Du dégoût, absolument, mais aussi du chagrin. L'ancien genre. Le genre humiliant. Le genre qui ne se soucie pas de votre succès. Car même quand on sait exactement qui sont les gens, il y a toujours une partie de soi qui remarque combien de temps il leur a fallu pour vous vouloir et qui saigne. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement accepté de les rencontrer à une condition. Pas chez personne, pas en Arizona, pas autour d'un repas de famille sentimentale, où ils pourraient agir comme si la mémoire était la même chose que la réparation. Je leur ai dit de venir à San Diego, et de me rencontrer après les heures de fermeture, à mon magasin phare. Terrain neutre. Sauf que ce n'était pas neutre du tout. C'était mon terrain, mes fours, mon personnel rentré chez lui, ma table, mes règles. Ils sont arrivés ensemble un mardi soir, juste après 19h. Je les ai vus à travers les fenêtres avant de déverrouiller la porte. Et pendant une seconde surréaliste, ils ont ressemblé à une famille dans une scène ordinaire, debout sous la douce lumière à l'extérieur d'une boulangerie, déplaçant leur poids, attendant d'être admis. Puis je me suis souvenu de ce que les familles font quand elles veulent vous garder, et l'image s'est brisée. Mon père semblait plus petit que dans mes souvenirs, pas seulement plus mince, mais plus terne d'une certaine manière, comme si la vie l'avait érodé. Ma mère avait les mêmes mains, toujours agitées quand elle était nerveuse, tordant la lanière de son sac à main. Owen se tenait avec la politesse prudente de quelqu'un qui savait qu'il avait besoin de miséricorde, et n'avait aucun droit d'en demander. Chloé me regardait comme les gens regardent une tombe qu'ils ont enfin localisée après des années sans savoir où se tenir. Je les ai laissés entrer. Personne ne m'a serré dans ses bras. Tant mieux. Ils se sont assis à la longue table commune, où des étrangers partageaient habituellement des pâtisseries le dimanche matin.
Et pendant un moment, personne n'a su comment commencer. Finalement, ma mère a murmuré « Tu es magnifique ». C'était une phrase si inutile dans cette pièce que j'ai presque ri. Au lieu de cela, j'ai dit « Vous n'êtes pas venu ici pour décrire mon visage. Commencez à parler ». Owen a essayé en premier. Il a dit qu'ils avaient tous traversé des moments difficiles. Il a dit qu'il y avait des choses que je n'avais jamais comprises enfant. Il a dit que tout le monde avait des regrets. Mon père a dit qu'il avait été submergé, fauché, honteux, buvant trop. Ma mère a dit qu'elle se noyait, et pensait que je serais plus en sécurité dans un foyer temporaire que dans le chaos qu'il vivait. Chloé a pleuré, et a dit qu'elle n'avait appris toute la vérité que quelques années plus tôt, qu'on lui avait dit que j'étais avec de la famille, puis que le système avait rendu le contact impossible, puis tant de versions qu'elle ne savait plus ce qui était réel. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés expliquer. Je les ai laissés réorganiser le passé jusqu'à ce que tous les coins les plus acérés aient presque disparu. Puis je me suis levé, j'ai marché derrière le comptoir, et je suis revenu avec 4 minces dossiers que j'avais préparés la veille. Chacun contenait des copies, des dates, des dossiers de placement, des formulaires de transfert scolaire, des notes d'assistants sociaux, des documents de sortie de foyer, un formulaire d'admission d'anniversaire sans contact d'urgence listé. J'ai déposé un dossier devant chacun d'eux. Mes mains étaient fermes. Ma voix aussi. Cela m'a même surprise. Vous utilisez tous des mots comme difficile, submergé, et compliqué, j'ai dit. Alors, laissez-moi vous simplifier les choses. Vous ne m'avez pas perdu. Vous m'avez abandonné. Personne n'a bougé. J'ai continué. Je leur ai parlé de Opaos et de la fenêtre près de laquelle j'avais l'habitude de m'asseoir. Je leur ai parlé du foyer où mes vêtements restaient dans des sacs poubelles. De la femme qui souriait en public, et murmurait du poison en privé. Des nuits où je rationnais la nourriture, car je ne savais pas si j'en aurais encore assez le matin. Des écoles où j'ai appris à ne pas mentionner les parents, car la pitié mettait les gens mal à l'aise, et la cruauté les intéressait. Les maux de tête, l'insomnie, la façon dont je m'excusais d'exister bien à l'âge adulte, car quelque part en cours de route, j'avais absorbé l'idée que le besoin de quoi que ce soit était dangereux. Ma mère a commencé à pleurer à mi-parcours. Mon père a regardé les papiers comme s'il pouvait se brouiller s'il ne les regardait pas attentivement. Owen a couvert sa bouche. Chloé pleurait ouvertement. Je ne me suis pas arrêté. J'avais attendu trop longtemps pour être interrompu par des larmes qui auraient dû couler des décennies plus tôt. Puis je leur ai parlé du chef Ramon, de Madame Brox, de Tessa et Adrien et de la vie que j'avais construite de toutes pièces. Je leur ai dit, car je voulais qu'ils comprennent quelque chose d'essentiel. Ils n'étaient pas assis en face d'une enfant brisée qui avait survécu par accident. Ils étaient assis en face d'une femme qui avait été reconstruite par des gens sans obligation de l'aimer, et sans lien de sang les forçant à rester. C'était leur accusation. Des étrangers ont fait ce que la famille a refusé de faire. Quand j'ai fini, le silence s'est installé dans la pièce avec un poids réel. Puis mon père a dit la chose qui, je pense, il croyait me toucher le plus. Il a dit, je sais que je ne mérite pas cela, mais je suis malade, Sienna. Je n'ai plus beaucoup de temps, et je voulais arranger les choses avant qu'il ne soit trop tard. Ma mère a tendu la main vers la mienne, puis s'est arrêtée quand je n'ai pas bougé. Owen a admis qu'il avait espéré que peut-être je les aiderais à traverser cette période, que peut-être avec tout ce que j'avais construit, il y avait un moyen de soutenir les soins de notre père. Peut-être l'aider à aller mieux. Peut-être même aider Owen à se remettre sur pied après ce qu'il a appelé une terrible erreur. C'est à ce moment-là que la pièce a changé. Non pas parce que j'étais choqué. Je ne l'étais pas. Une partie de moi s'y était attendue. Mais l'entendre à voix haute a retiré la dernière couche de performance. C'était là. Le besoin sous la nostalgie, l'urgence sous l'excuse. Il ne m'avait pas trouvé parce que l'amour avait finalement dépassé la honte. Il m'avait trouvé parce que mon succès ressemblait à un refuge. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et les ai regardés un par un. Puis j'ai dit la chose la plus honnête que j'ai jamais dite à ma famille. Je n'ai pas construit cette vie pour que les gens qui m'ont abandonné puissent revenir, et l'utiliser comme un point d'atterrissage. Ma mère a tressailli comme si je l'avais giflé. Peut-être que d'une certaine manière, je l'avais fait. Chloé a commencé à dire qu'elle ne demandait pas d'argent, seulement une chance. J'ai cru une partie de cela, peut-être même la majeure partie. Elle était plus jeune qu'Owen,
et on lui avait menti plus que je n'étais à l'aise d'ignorer. Alors, je lui ai offert la seule douceur qu'il me restait. Je lui ai dit que peut-être, avec le temps, nous pourrions avoir une conversation entre nous. Juste nous, lente, honnête, sans réécriture, sans pression. Elle a hoché la tête à travers les larmes, car même elle comprenait que la lenteur était plus que ce qu'il méritait. Puis je me suis tourné vers les autres. J'ai dit à ma mère que penser à moi tous les jours sans rien faire n'était pas de la maternité. J'ai dit à mon père qu'une excuse sur son lit de mort était toujours tardive. J'ai dit à Owen qu'être un enfant expliquait son silence à l'époque, mais qu'être un homme adulte pendant des années ne l'expliquait pas. J'ai dit que j'espérais qu'ils feraient tous une thérapie. J'espérais qu'ils diraient la vérité à partir de maintenant. J'espérais qu'ils apprendraient à vivre avec ce qu'ils avaient fait, sans me demander de porter le coup émotionnel de les faire se sentir suffisamment pardonnés pour dormir. Puis j'ai clairement établi mes limites. Je ne leur donnerai pas d'argent. Je ne financerai pas leurs soins médicaux. Je ne poserai pas pour une photo de famille réconciliée. Je ne les laisserai pas entrer et sortir de ma vie en fonction de leurs besoins. Si un contact futur devait avoir lieu, ce serait à mes conditions, par écrit d'abord, et seulement si l'honnêteté restait dans la pièce. Mon père a pleuré alors, le genre silencieux, le genre qui vient quand la fierté a finalement épuisé ses mensonges utiles. Ma mère a dit qu'elle était désolée encore et encore, jusqu'à ce que les mots commencent à ressembler moins à du langage et plus à un effondrement. Owen a demandé s'il y avait quelque chose qu'il pouvait faire. J'ai dit, oui, dites la vérité. Dites à tous ceux qui croient encore à votre version plus propre de l'histoire exactement ce que vous avez fait. Arrêtez d'appeler ce qui s'est passé un malentendu. Arrêtez de vous cacher derrière le mot temporaire. Dites-le correctement pour une fois. Vous avez laissé votre fille en charge, et construit de nouvelles vies autour de son absence. C'est la vérité. Vivez avec. Ils sont restés encore 20 minutes, peut-être moins. Personne n'a touché le café que j'ai offert par habitude. Quand ils sont partis, j'ai fermé la porte derrière eux et je suis resté seul dans la boulangerie silencieuse, les lumières tamisées, et l'odeur de la pâte de demain fermentant à froid dans la chambre froide. Adrien est arrivé 10 minutes plus tard, car Tessa lui avait envoyé un SMS au début de la réunion. Il ne m'a pas demandé si ça s'était bien passé. Homme intelligent. Il a juste ouvert les bras et je me suis blotti en eux. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était la fin. Ce ne l'était pas. Les fins comme ça ne sont jamais une coupe nette. Il y a eu des emails de suivi, une lettre de ma mère, une d'Owen, une plus courte de mon père après un séjour à l'hôpital. Chloé et moi avons échangé quelques messages prudents au cours des mois suivants. Rien de dramatique, rien de chaleureux trop rapidement, juste la vérité, enfin utilisée pour autre chose que le retard. Mais la vengeance, si vous voulez l'appeler ainsi, avait déjà eu lieu. Non pas parce qu'ils ont souffert, bien qu'ils l'aient fait. Non pas parce que je les ai fait souffrir, bien que j'ai refusé d'adoucir ce qu'ils avaient fait. La vraie vengeance était ceci. Ils ont vu exactement ce que je suis devenu sans eux. Ils ont vu la vie, le travail, le respect, la paix, la famille choisie, le but, et ils ont compris que rien de tout cela ne leur appartenait. Ils n'ont pas pu revenir à la fin et se dire partie du miracle. Ils étaient le feu, pas la reconstruction. Ces jours-ci, une partie de chaque bénéfice trimestriel de Second Morning va à une fondation qui finance l'aide au logement, la formation professionnelle et les subventions d'urgence pour les jeunes adultes qui quittent le système de placement familial. Je l'ai créé parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à devenir extraordinaire juste pour survivre à ce que les adultes n'ont pas réussi à faire. C'est la leçon qui m'importe maintenant. Les enfants se souviennent de qui est resté. Ils se souviennent de qui a fait des excuses. Ils se souviennent quels adultes les ont protégés et quels adultes ont préféré leur propre confort. Et quand ces enfants grandissent, ils méritent plus que des excuses vides. Ils méritent la sécurité. Ils méritent la dignité. Ils méritent le droit de fixer des limites sans être traités de cruels. J'ai pardonné certaines choses, surtout pour ne pas avoir à continuer à boire du poison chaque fois que je me souvenais de leur nom. Mais le pardon n'est pas un accès. La compréhension n'est pas une réunion. La compassion n'est pas une clé de ma porte d'entrée. La petite fille qu'ils ont laissée derrière vit toujours quelque part en moi. Je ne la fais plus taire. Je ne lui dis plus d'avancer plus vite pour la commodité des autres. Je l'écoute. Je la protège.
J'ai construit une vie assez grande pour qu'elle n'ait plus jamais à s'asseoir près d'une fenêtre, attendant des pas qui ne viendront pas. Et s'il y a une vérité que j'espère que quelqu'un qui entend cela retient, c'est celle-ci. La famille n'est pas prouvée par le sang. La famille est prouvée par ceux qui restent quand rester c'est.